antes da pausa e abro. Não sei se haverá já algumas questões. Bonjour, français ou portugais, quelle serait la langue? Enfin, ça dépend. Bon, alors je pose la question en français. Bon, pour moi, le sujet ça m'intéresse particulièrement. Moi, je suis metteur en scène, donc pour moi, la question du corps, c'est vraiment la question, ou du moins une des plus grandes questions. Et enfin, le sujet de cette conférence m'intéresse particulièrement, non pas pour les termes art, ni pour le terme corps, mais pour le terme quel. Quel est pour moi le terme énigmatique, et au sujet duquel j'aimerais enfin lancer le débat, un peu le débat, si vous voulez, enfin m'éclaircir un peu sur ce que veut dire quel dans vos concepts. Enfin, voilà, merci. Pardon? Ah bon, moi j'ai essayé de décliner un certain nombre d'adjectifs accolés au mot corps qui permettaient de tracer des lignes de fuite pour, disons, essayer de comprendre ce que pouvait bien vouloir dire quel mot, évidemment, l'articulation de la question de ces journées. Alors, chez Apollinaire, très clairement, c'est un corps, j'ai parlé du corps qui a faim, et du corps qui médite, du corps qui est à l'écoute, du corps qui va enclencher la dimension acousmatique et qui va donc produire un effet de langage. Bon, voilà. À partir de là, il m'intéressait de montrer, peut-être à travers les exemples de Carpanin, Marimoutou et de Jean Sénac, que cette faille, cette blessure, ce fait que le corps, Arnaud l'a bien dit au début de son intervention, c'est-à-dire on a reproché au corps son côté périssable, c'est sur le corps que s'impriment les passages du temps, etc. Bon. Et donc le corps, quel corps dans l'art? C'est le corps souffrant, c'est le corps c'est mortel et qui est en permanence hanté par le corps de ceux qui sont morts, c'est-à-dire l'articulation vie-mort, presque une dimension chamanique en quelque sorte de la présence du corps dans ce dispositif artistique. C'est vers cela que mon exposé, en quelque sorte, se dirigeait. Voilà. Je prends occasion de la belle question que vous posez pour dire qu'il y a peut-être moyen, dans la comparaison entre Deleuze et Bergson, de dire ce que voulait dire Deleuze par le penseur lance une flèche et un autre penseur la ramasse et la jette plus loin. Parce que finalement, il y a dans cette question que j'avais dite très difficile et qui est vraiment des multiplicités chez Bergson et chez Deleuze, c'est-à-dire ce qui est dit multiplicité quantitative et qualitative par Bergson essentiellement, et qui est traduit par Deleuze comme multiplicité quantitative et intensive, et un déplacement qui, pour moi, est l'indication que Deleuze a perçu dans Bergson le danger qu'il y avait d'opposer la quantité et la qualité, comme si par la qualité on pouvait sauter hors du système de la quantité
Et justement, c'est peut-être là que Deleuze prend la flèche et la jette plus loin, c'est qu'il va transposer vraiment qualitatif en autre chose, parce que la qualité nous ramène toujours, finalement, à cette opposition corps-âme. Corps, c'est quantitatif, qualité, c'est qualitatif, c'est l'âme. Et quand Deleuze dit intensif, il en finit avec la qualité. D'où le qualis de votre question, quel, c'est justement ce que j'avais voulu dire, mais il me fallait du temps pour réfléchir, le quel de qualité est déconstruit et mené plus loin par Deleuze en intensité. D'où, par exemple, le fait que ce sont les déterminations qualitatives du corps qui disparaissent, y compris toute leur détermination dans l'espace, autrement dit un travail cézannien, un travail de Matisse, etc., sur la disparition de l'espace perspectif qui englobe quantité et qualité. Voilà, c'est ce que je veux dire, peut-être qualitatif, c'était encore pas suffisant. Bonjour, merci pour vos présentations qui étaient vraiment extraordinaires, très intéressantes, ainsi que vos réponses également aux questions qui ont été posées. Je me demande si le français, dans sa graphie, ne nous mène pas sur le seuil d'une perception qui est le fait que corps s'écrit avec un S à la fin et que le pluriel est égal au singulier. Tandis que le portugais, lui, corpo, il faut un marqueur pour dire plusieurs. Donc, en fait, corpo en portugais est concret. Alors qu'en français, il est déjà quelque chose d'abstrait, puisque corps et âme, on ne sait pas si ce sont les corps et les âmes, ou un corps et une âme. Et donc, ce que vous avez signalé, cette espèce de dichotomie ou de polarité qui nous emprisonne, est déjà un peu ouverte par ce singulier pluriel, ou la pluralité de ce singulier. Mais moi, je suggérerais que peut-être pour passer du concret, pour échapper à la concrétude qui nous emprisonne dans le mot ou dans l'usage habituel du concept de corps, on pourrait probablement passer à la notion de modalité ou de corporalité, si on veut. Corporalité au pluriel, maintenant c'est le portugais qui nous serait secourable, puisque modalidades ou corporalidades, on entend qu'on parle d'un pluriel, et donc des modalités ou des corporalités qui seraient un éventail indéfini de possibles, d'instanciation non prédéterminée de ce qui est être corps. Mais je n'ose pas demander une réponse, c'était une réflexion un peu... Non simplement le S de corps, qui est évidemment linguistique, se retrouve, mais marqué encore plus par corps, qui indique là le cadavre carrément. J'ai peut-être quelque chose à dire qui me renvoie à mes préoccupations acousmatiques. Ces lettres qui ne se prononcent pas, mais qui peuvent se prononcer en cas d'accord, puisque vous avez dit corps, puis corps et âme. On entend le S. Elles sont la marque dans le langage d'un dispositif qui est un dispositif acousmatique, c'est-à-dire les vieilles grammaires françaises appelaient ça des lettres quiescentes, c'est-à-dire en train de se reposer, qui se réveillent. Hein. Et qu'est-ce qu'elles font entendre? Et c'est très intéressant aussi parce que le Z en français, c'est aussi un marqueur de la corporalité, de ce que vous avez appelé la corporalité. Et donc, vous voyez, c'est un dispositif acousmatique qui permet de mettre le corps en avant, de le faire battre, de le faire se battre lui-même au creux du langage, dans le langage.
je ne parlerai pas très bien français, mais je peux essayer. C'est comme ce qu'on vient de dire. Est-ce que quand on dit être à l'écoute, c'est tout le contraire de faire? C'est le mot de ne pas faire, ne pas faire, c'est écouter, se tenir. C'est la forme du poème que vous avez dit, qui était le bruit du vent et des vagues. Se tenir avec cela qui reste en moi. Écoutez. C'est une question que vous m'adressez. Oui. Alors, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que si vous dites que écouter, c'est ne pas faire, vous retombez dans une logique qui est une logique d'opposition binaire. Et non, c'est une autre modalité du faire, c'est une autre forme de faire. Il a été fait référence dans l'exposé d'Armand Milani au fameux poiein grec. Bon, quel type, quel genre de faire est-ce qu'un corps qui est à l'écoute? Et un corps qui est à l'écoute tel qu'il est en quelque sorte enregistré dans la matière linguistique du poème. Donc c'est une autre modalité du faire. Ça peut pas être pensé de manière antagonique, à mon avis. Voilà. Et ça se relie à la méditation aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, le méditer est une autre manière de faire. Merci. C'est effectivement exactement ce que je voulais dire en faisant allusion à poiein. En tant que on a du mal à traduire poiein parce qu'on traduit quelquefois que par créer ou bien fabriquer. On dit on fabrique un poème comme Ponge, par exemple. Mais je crois que poiein, c'est toute la sphère qui n'est pas le pratein, qui n'est pas l'agir-faire, qui n'est pas justement régi par une finalité. Et par conséquent, c'est énormément de choses. Par exemple, Plotin disait que la contemplation est la forme supérieure de l'action. Donc c'est pas qu'il niait l'action, au contraire. Il cherchait une action qui soit plus active que l'action du pratein. Et il appelait ça contemplation, qui ensuite se traduit chez Deleuze et chez Bergson d'abord par la contraction. Non, pas forcément contre-action, mais ce serait intéressant. Tout à fait. Contre-action, oui. Mais questões? Merci aux deux des si belles et si difficiles interventions, parce qu'elles posent énormément de problèmes. Alors, je voudrais, pour enchaîner sur ce qu'on vient de dire, poser une première question à Patrick Quillier et une autre question ensuite à Arnaud Villani. Pour enchaîner donc, comment conçois-tu ce qui me semble extrêmement mystérieux au fond, parce que nous en parlons facilement, ce que tu as appelé, ou plutôt ce que Jean Sénac a appelé les corps-poèmes comme établissant une relation d'équivalence qui associe les éléments corporels aux éléments du langage. Du langage, de son. Que veut dire ici équivalence? C'est tout comme, je dis, nous sommes au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est tout ce dont nous avons parlé, à savoir
ce n'est plus une relation binaire, ce n'est plus une opposition corps-esprit, mais alors c'est quoi? Je sais bien, je me fais l'avocat du diable. C'est quoi? C'est cette équivalence. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, ce n'est plus une métaphore, c'est autre chose, et tu renvoies au poème, mais je continue dans le mystère. Bon, j'ai mon idée perverse ou pas derrière, quand je te pose cette question, puisqu'elle est, à mon sens, peut-être pas tiens, elle est extrêmement d'une difficulté énorme. Et change complètement notre idée même de la métaphore. Et il faut une théorie de la métaphore nouvelle. Bon, deuxième question. Alors, à question qui me semble encore plus difficile. Alors là, nous sommes dans les abysses. Quelle est la question? Je vais être donc pervers, méchant, provocateur. La question est la suivante. Il me semble, je vais simplifier pour que tu me massacres, il m'a semblé que tu prenais, je sais bien qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont sous-entendues par ce que tu énonces, sur Deleuze, sur Bergson, etc. Énormément de choses sont sous-entendues et tu n'explicites pas. Cependant, de tout ce que tu dis, il y a une ligne qui ressort et qui m'a semblé une espèce de simplification. La ligne étant, eh bien, celle-ci, c'est parce qu'on enlève la finalité au corps qu'on retrouve alors. On retrouve par exemple le corps sans organe. On retrouve le corps sans but, on retrouve, etc. Et tu vas jusqu'à dire qu'on retrouve la finalité sans fin. Et je ne sais pas si c'est celle de Kant. Et alors là, je serais bien embêté d'y trouver quelque chose comme l'apparence d'une, je ne dirais pas contradiction, mais quelque chose de bizarre. Mais alors, je suis sûr que, parce que je connais certaines personnes qui sont ici, je suis sûr que ces personnes qui t'ont lu seraient très intéressées, très vraiment, de savoir ce que tu penses de la formation du corps sans organe et pourquoi Deleuze va et que fait-il pour étendre, pour ainsi dire, la notion de corps sans organe du corps qui a été celui dont parlait Artaud, qui était le corps propre, en fait, auquel on enlevait les organes, hein, et il va en faire une extension à un corps plein de la terre, à un corps plein de plan d'immanence, etc., etc. Comment toutes ces extrapolations, si on peut dire entre guillemets, peuvent-elles être conçues, être faites, être opérées par Deleuze? Je suis certain, je répète que je ne suis pas le seul à être très, très avide de ta réponse. Oui, alors je réponds à la première question. Enfin, je réponds. Non, je vais tracer des lignes de fuite, comme disait l'autre. De manière évidente, ce ne sont pas des métaphores. Parce que la métaphore est le produit d'une construction d'éléments discrets. Donc,
ma ligne de fuite, elle est du côté de ce que j'appellerais une sorte de continuum. On pourrait presque dire de déploiement ou de dépliement. C'est-à-dire que il y a un autre passage, par exemple, de Jean Sénac. Il dit ceci: nos souffles sont brises aimables et cantilènes. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement gradué qui fait que le souffle du corps est à la fois du vent et aussi du chant. Et donc il me semble que cette relation d'équivalence entre guillemets, par exemple du mot et de la vertèbre, ce n'est pas parce que le mot structure une phrase, va faire une colonne vertébrale, va être l'ingrédient d'une syntaxe. C'est pas ça du tout, c'est que je pense qu'il y a une sorte de continuum qui va de l'un à l'autre. C'est dans cette perspective-là, je dirais que je réfléchirai pour essayer de répondre à ta si perverse question. Parce que je dirais, après seulement pour un continuum de quoi? Ah ben oui, bien sûr. Et peut-être que ça c'est comme le fait que c'est comme le principe d'indétermination. Si tu me demandes de quoi, je te répondrai, mais je perdrai le continuum. Désolé. Hein, à pervers ennemi, je veux dire. Alors, José m'a posé une question à Rio de Janeiro il y a un peu moins d'1 an. J'ai mis 6 mois à lui répondre. Donc je vais avoir du mal à lui répondre directement. Ces questions sont toujours terribles. D'abord pour Kant, oui bien sûr c'est une citation, finalité sans fin. Je pense que la troisième critique est la contradiction, le livre des contradictions, dont Kant il ne pouvait pas avoir lui-même le sentiment, puisqu'il ne savait pas exactement de quoi il parlait. Mais il y mettait un génie propre à sa philosophie. Donc oui, il y a une finalité sans fin. Alors, on va rester sur cette contradiction, et je dirais, ce qui est remarquable chez Deleuze, c'est qu'il a déclassé toutes les césures, toutes les dichotomies, pour les réduire à une seule, actuelle, virtuelle. Mais le problème est là, c'est que quand on essaie de travailler sur Deleuze, on est de nouveau happé par cette nouvelle binarité, et alors ou bien on loue au-delà de l'exprimable le virtuel, et donc on s'engage dans une espèce de lecture libertaire de Deleuze, ce que fait d'une certaine manière Budens, qui est un des premiers livres importants sur Deleuze, Sahara, en disant que la forme est un pis-aller. Et je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois que la forme doit continuer à être saisie comme forme, et le corps comme corps, et ainsi de suite. Mais disons que le travail sur la virtualité chez Deleuze était nécessaire pour en finir avec cette domination absolue de l'actuel. Alors, je dirais les choses comme ça. Bergson nous a marqué dans le rire en parlant d'une mécanique plaquée sur du vivant, et si on recule de plus en plus dans les formes, on s'aperçoit que l'œil humain, c'est pour ça que j'ai parlé de Luxkull, l'œil humain imprime à quelque chose qui est entre guillemets réel, et qui est l'agitation corpusculaire à l'état pur, imprime un sens, une forme. C'est-à-dire qu'il va traduire, ça c'est Bergson, traduire un trillon de vibrations en couleur rouge. Donc il perçoit du rouge. De même, continuant son travail d'adaptation, il va traduire
toute une série de vibrations, de flux, etc., en forme délimitée, corps, objet, monde. C'est un travail d'interprétation qui lui permet de s'adapter alors qu'il ne le fait pas instinctivement, et pas seulement en tout cas instinctivement, donc il le fait par d'autres moyens. Je dirais que le travail de Deleuze, c'est de revenir au départ, c'est-à-dire de réintroduire dans ce qu'on appelle le vivant quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus finement césuré, qui est le corpusculaire, le moléculaire, ce qu'il appelle le micro. Donc sa précision va jusqu'au micro. Et bien sûr, quand nous quittons une pièce, il n'y a plus rien dans cette pièce, plus aucun objet, il n'y a plus que des vibrations. Donc, c'est l'œil humain qui transforme cela en forme. Par conséquent, si on veut vraiment revenir au réel, eh bien on revient au corpusculaire, au moléculaire, etc. C'est ce qui permet à Deleuze de couvrir donc la totalité du réel dans une relation extrêmement complexe, qui est la relation actuelle-virtuelle, sur laquelle vraiment je me perds en ce moment. À savoir, et c'est pourquoi j'ai introduit un autre biais, un peu par la formation déléniste, j'ai introduit le biais du symbolique, en essayant de voir chez Deleuze, bien qu'il s'en défende, puisqu'il dit les présocratiques sont dans la caverne préhistorique. Bon, donc il ne peut pas en entendre parler. Mais n'empêche, il y a quelque chose de symbolique dans son travail, qui est que quand on prend deux termes et qu'on les oppose, et si on veut sortir du binarisme, il n'y a qu'un moyen, c'est de les faire tourner suffisamment vite, d'où toutes les formes de rotation chez Deleuze, et faire tourner suffisamment vite pour que les pôles disparaissent. C'est pourquoi j'ai parlé de Hegel tout à l'heure, en pensant que chez Hegel, il y avait déjà ça. Quand il dit il faut aussi peu qu'il y ait un mal. Le bien et le mal ne sont pas comme deux monnaies frappées, toutes prêtes à être encaissées. Si on fait tourner suffisamment vite l'opposition de deux termes, elle disparaît, ces deux termes disparaissent. Et on a un mouvement. Donc, je dirais, pour faire vite, et pour dire simplement le moment où en ce moment je suis, je vois quelque chose qui est symbolique, symbolone, dans Deleuze, bien qu'il s'en défende, une pensée fort ancienne et très nouvelle qui fait disparaître les pôles des mouvements et donc fait disparaître aussi les formes des objets, de sorte que, par exemple, une métaphore peut devenir métamorphose. Ça, c'est un des grands principes deleuziens. C'est-à-dire, il n'y a pas de métaphore. Il déteste autant que Kafka les métaphores, mais la métaphore doit devenir une métamorphose. C'est les fameux éclairs, etc. Il y a quelque chose entre eux qui prend et qui nous ramène au corpusculaire, au moléculaire, etc., ce qu'il appelle le réel. Et là, il y a un travail à faire énorme, me semble-t-il, pour comprendre comment ça marche, l'actuel et le virtuel, dans cette figuration. Merci, je suis bien d'accord avec toi. Seulement, il me semble qu'il y a des formulations chez Deleuze qui retrouvent malgré lui des binarités. Mais je suis bien d'accord avec toi. Seulement, je me demande si ça ne réintroduit pas cette façon avec laquelle je suis d'accord. La molécularisation du réel, si ça ne réintroduit pas une autre difficulté, à savoir la disparition, l'évanescence de l'actuel. Je voudrais ici te citer, puisque j'ai ton texte, heureusement. En réalité, tu dis, le réel en tant que tel, la victoire de l'un sur l'autre, non, pas la victoire de l'un sur l'autre, mais l'entrecroisement infini, actuel, virtuel. Seul l'art peut nous le faire entendre. Alors, ma question est très simple. Il y a un texte, d'abord, il y a un texte dans Différence et répétition, où c'est après, à la fin de l'exposition sur la description des dynamismes spatio-temporels, où il dit à propos d'un texte de Platon, il dit ceci: s'il n'y avait pas
cette dégénérescence du virtuel dans l'actualité, par l'actualisation et par l'extension et la qualité dans un objet macro, alors il y aurait des cités merveilleuses, des diamants extraordinaires, etc. Et il fait une description d'un actuel non moléculaire et qui aurait une force comme si il pensait là à une espèce de actualisation du virtuel en lui-même. Très intéressant. Parce que ça n'est pas d'accord avec tout ce qu'il dit sur l'éternel retour, etc. Et je me demande si dans cet entrecroisement infini, actuel à virtuel, tu ne réintroduis pas une binarité. Bon, mais ça, ce sont des petites questions. Je suis d'accord que c'est seulement pour nous ramener à notre question simple. Qu'est-ce qu'un tableau? On pourrait dire, un tableau, c'est de l'actuel, c'est du virtuel actualisé. C'est un actuel qui nous donne un virtuel. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un virtuel actualisé et qui n'est pas dégénéré par l'extension, ou plutôt, voilà que l'extension et la qualité et l'intention donc nous donnent quelque chose qui n'est pas une illusion comme dit Deleuze, une illusion qui est l'actuel, l'illusion de réalité. Oui, ça va très loin. Ça va très loin parce que c'est vrai. Platon, on peut dire qu'il le dit deux fois, cette idée que l'idée n'est pas seulement quelque chose qui est éthéré dans un ciel intelligible, etc. Il le dit quand il parle des statues de Dédale. Il dit que les idées sont des statues de Dédale, c'est-à-dire qu'il faut les enchaîner pour qu'elles arrêtent de bouger. Alors si elles n'arrêtent pas de bouger, en réalité pour lui, je crois que quand il dit identique, ayant toujours les mêmes rapports identiques, etc., il veut dire que l'idée est un rapport. Donc quelque chose qui est à la fois pas un corps, et en même temps pas non plus quelque chose de fixe. Ça c'est très important. Et il y a un deuxième point qui est plus philologique, c'est que je me suis amusé à regarder les emplois du terme poikilos en grec. J'ai constaté qu'il y avait trois emplois. Le premier veut dire simplement étrange. Le deuxième veut dire tout ce qui est multiple mais horrible. L'horrible multiplicité qui n'arrête pas de croître dans tous les sens, etc. Bon, et qui fait que la cité devient gonflée d'humeur. Et le troisième sens de poikilos, c'est ce qui est intéressant, c'est un poikilos régi par des dieux. Et c'est ce que tu disais, c'est véritablement le règne de l'or, le règne du diamant, etc. C'est la beauté même. Et quand on dit que poikilos, ça veut dire le bigarré, c'est la bête noire de Platon, c'est pas vrai. Il y a un bigarré chez Platon qui est le règne des idées mêmes. Et là, je crois qu'il y a une piste très importante à creuser pour voir pourquoi Deleuze a quand même repris la notion d'idée dans différentes répétitions, en tant que problème, mais aussi en tant que rapport, je suppose. Vamos terminar. Fazemos uma pausa de 10 minutos, um quarto de hora. Voltaremos às 2h35. Obrigada.